Des fois des moments de tristesse, des fois de la hype, les mangas et les animés nous ont fait ressentir bon nombre d'émotions. La plupart du temps, nous étions éblouis par certains persos qui étaient trop stylés ou qui avaient trop de flow, tellement que des fois on se disait non mais lui c'est un bon, lui il est trop bon, c'est abusé, comment il est fort. Plus tard je vais me teindre les cheveux en jaune, je vais me faire une chirurgie pour pouvoir le ressortir. Bon ça pour le coup il n'y a que moi. Oh, comment ça va les gens, j'espère que tout va bien pour vous. Après vous avoir montré 5 plus gros plots dans les mangas et les animés, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne, le lien sera en description Inch'Allah. Je me devais, vous l'avez d'ores et déjà deviné, vous parlez de 6 moments badass dans les mangas et les animés. Like, partage, abonne-toi, vous êtes prêts? X. Le 15 juin 1994 s'opposait à nouveau Goku et Vegeta lors de l'épisode numéro 229 de la série Dragon Ball Z. Vegeta envoie un Kikora dans les tribunes, tuant des centaines et des centaines d'innocents dans le but de rendre Goku vénère pour que celui-ci accepte de se battre contre lui. Et c'est précisément sur ce plan-ci que naît la scène badass. Avec cet épisode 229, nous avons quand même le plus gros coup de pression de l'univers lorsque Goku menace le Kaioshin de l'Est de l'exterminer avec un Kikora s'il tente d'empêcher l'affrontement entre Vegeta et lui. C'est dingue venant de Goku. Mais s'il ne l'avait pas fait, dites-vous bien que Vegeta aurait tout tenté pour obtenir son combat avec lui, quitte à tuer encore plus de terriens. Goku ici n'avait pas le choix et voulait en finir avec cette affaire au plus vite. Même si ici sommes-nous démontrer cette facette du Super Saiyan très sérieux et sans pitié, il n'en reste pas moins le guerrier au cœur pur que nous connaissons. Vu qu'après cet acte, il s'excuse auprès de Shin dans la foulée. Cette scène est magistrale, un mélange de la panique, du suspense, de l'étonnement et de la hype. Ça sent la badassitude, il est trop carré. Imaginez s'il l'avait vraiment pulvérisé, Beerus serait mort à l'heure qu'il est. Naruto et l'armée de Rikudo. Numéro 70 du tome, chapitre 671, épisode 421 dans Shippuden. Nous sommes en 4e grande guerre, la 4e du nom. De leur subconscient, Hagoromo parle à Naruto et à Sasuke apparemment. Il leur révéla que tous deux étaient des réincarnations d'Azura et Indra, qui étaient les fils de grands sages et ermites qu'il est. Il continue en leur racontant bon nombre de choses, telles que l'arrivée de Kaguya et ses pouvoirs immenses, le fait que Madara et Hashirama eux aussi sont des réincarnations de ses fils Indra et Azura. Mais tout comme leurs prédécesseurs, ils ont fini à s'affronter et à connaître un funeste futur. Pour ne pas refaire la même erreur d'il y a longtemps, il a distribué son énergie équitablement entre Naruto et Sasuke. Pendant ce temps, la guerre faisait rage dehors. Gai Sensei avait réussi à pousser Madara dans ses derniers retranchements. À l'aide de sa technique ultime, il avait ouvert la 8e porte. Mais cette attaque était à double tranchant. Il ne pouvait plus bouger et son corps était presque carbonisé entièrement. Madara envoie alors une boule de sphère pour en finir avec lui. Mais... malgré sa soi-disant mort, Naruto revient à la vie. Et de la façon la plus stylée possible. Comme à son habitude, en arrivant, il fout un pétard à l'ennemi. Mais là, à l'occurrence, il le fait en sauvant Guy de la boule de sphère que Madara avait envoyée vers lui. Aucun sourire, aucune parole ne sort de sa bouche. Il soigne Guy. Il a l'air d'être une toute autre personne. C'est comme si... j'ai l'impression que je peux tout changer. Toujours dans le verse Naruto, bien plus en arrière dans le passé dans les prémices de la série, plus précisément épisode 33 la forêt de la mort, Orochimaru avait envoyé ses hommes, ninja de Tō, pour tuer Sasuke. Jusque-là, il était évanoui suite à son combat contre Orochimaru. Avec l'aide d'Ino, Choji et Shikamaru, aka le 8e Hokage de Konoha, le spoil de bâtard, ils avaient réussi un temps soit peu à retenir les ninjas de Tō. Soudainement, Sasuke se réveille. Il attaque Saku et fait preuve d'une puissance encore jamais vue. Et... il lui brise les bras. Limite, c'est plus du gore que du stylé, tu vois, ou du badass. Mais moi, je connais, fan de Sasuke depuis petit. T'imagines un peu le premier visionnage? J'étais quand même en PLS, en même temps un peu en admiration. C'était incroyable, tu dis, mais attends, il se passe quoi avec Sasuke là? Les marques maudites d'Orochimaru, qu'est-ce qu'il y a? Ce pouvoir qui, entre guillemets, lui a donné le diable, lui avait fourni des facultés incroyables. Juste Sugoi. Vegeta s'était laissé dominer par le sorcier Babidi. Bien que pas totalement. Mais il a quand même mis sa fierté de côté. Non seulement pour avoir un grand pouvoir, mais également dans le but d'avoir son match retour contre Goku. Et étant poussé par la haine, le regret et la honte d'avoir été sauvé par son second, qu'il provoque Goku pour que ce dernier accepte de se mesurer à lui lors d'un duel. Il usera des stratégies plus narquois les unes que les autres, telles que la provocation vers Goku, ou même le meurtre des spectateurs du Tenkaichi Budokai. Avec ce magnifique, légendaire et grand sourire sur le visage de Vegeta nous laissant transparaître le « si tu ne te bouges pas, les choses ne vont faire qu'empirer ». C'est le réel prince de la destruction.
La rencontre qui a sûrement tout changé. Sameyama et sa bande demandent à Ken Ryoguchi alias Draken d'aller chercher l'invincible Mikey. D'après eux, c'est une grande terreur. Ça serait les terreurs parmi les terreurs. Dit comme ça, on pourrait penser que ce dénommé Mikey serait une brute épaisse. Ou même un mec à la Draken aimant se la raconter. Mais sauf que ce type, ce n'est qu'un mioche. Sans brancher, il décide d'accompagner Draken, malgré que ce dernier lui a dit que ce n'était pas obligé qu'il vienne. Ils vont alors chez Sameyama et sa bande, et sans prononcer ne serait-ce qu'un seul mot. Il t'éclate, Sameyama, il te l'éclate. C'est dit lors de mon premier visionnage. Ce fut incroyable. Gros étonnement, c'est dire comment avec cet animé, il faut le regarder. Que des retournements des situations, de grosses peurs et frayeurs. Tu peux jamais savoir ce qui va se passer par la suite. Finalement, ils n'ont rien pu faire face à l'invincible Mikey. Je vous invite fortement à regarder Tokyo Revengers ou à lire le manga. Arlong, cet ignoble et aux idées sombres, avait profité de la naïveté de Nami et de son pouvoir. En effet, depuis le début, il ne faisait que de se servir d'elle dans son intérêt. Causant certaines disputes entre elle et son village, ou même contre l'équipage du chapeau de paille qu'elle avait refusé de rejoindre, car elle faisait déjà partie de l'équipage d'Arlong. Désespérée et prise de regret pendant que les autres villageois, eux, se dirigeaient vers Arlong Park, elle ne cessait de se lamenter. Tout ce temps, elle avait été dupée. On s'était servi d'elle pour de vils dessins et avait même tendu un piège à l'équipage du chapeau de paille. À bout et ne sachant plus quoi faire, elle se retourne et demande de l'aide à Luffy, celui qu'elle avait trahi. Luffy, aide-moi. À ce moment, aucune parole ne sortit de la bouche de l'homme au chapeau de paille. Il mettait sa main sur sa tête, toucha son chapeau et le met sur Nami, comme s'il lui disait « T'inquiète, bouge pas, je reviens ». La scène est magistrale. Vu qu'ici, Luffy est complètement sérieux, il a pris conscience de la situation. Et vraiment, c'est ma scène bref de tout le One Piece. Scène qui est d'autant plus poignante dans le film. Luffy ici est sérieux et prend conscience de la situation. Il fait preuve d'un grand calme et respire la lassitude. L'OST derrière rejoint parfaitement l'action. C'est un dit long avec leur pose à eux trois là. Ils sont prêts à casser des bouches, même si Sanji Miskin aurait pu repasser son pantalon avant de venir. Mais voilà. D'autant plus que quand tu connais le combat d'après Arlong vs Luffy, c'est d'une rare violence, c'est sanglant. Natsu contre les Saber-Tooth. Suite à son combat où elle a perdu face à Kagura, Yukino s'est fait virer de la guilde par le maître de Saber-Tooth. Déçu et touché profondément dans son orgueil qu'un membre de sa guilde ait perdu d'une façon si lamentable et pitoyable, il force Tsukino à se déshabiller devant toute la guilde pour ensuite l'enlever son emblème. Étant viré de sa guilde, elle erre dans les rues et tombe sur Natsu et Happy, et leur explique toute la situation. Natsu étant fortement attaché à l'aspect familial et fraternel qu'entretiennent les différentes guildes, il ne peut rester tranquille devant un tel manque de respect. Il se met en route et fonce Saber-Tooth en espérant trouver le maître de la guilde pour s'expliquer avec lui. Il défonce la garde du QG et rencontre le maître. Si je comprends bien, c'est toi le patron? Donc tu vires les gens pour une toute petite défaite de rien du tout? On peut dire que t'as le sang chaud, toi. Et à ce moment précis, Natsu m'avait donné des frissons comme jamais. On va faire un petit jeu, toi et moi. Si je te flanque une raclée, tu dégages illico de cette guilde, ok? Vous en pensez quoi du top? Vous en pensez quoi des scènes? Est-ce que les classements sont bien faits pour vous? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner tout en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez apprécié la vidéo ou pas. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. D'autant plus qu'après la review de l'épisode 50 de l'anime Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission qui sort ce jeudi, il y aura une autre vidéo Dragon Ball comme encore pas vue sur la chaîne. Tchuss, j'ai tout mis trop là.